La campagne de Zemmour s'essouffle. C'est un constat. Ça confirmerait l'idée d'une bulle médiatique. Le chouchou des plateaux télé du milliardaire Bolloré, omniprésent dans le reste des grands médias, obsession des sondeurs depuis la rentrée, ne serait donc qu'une illusion, une proposition politico-médiatique qui ne correspondrait à aucune demande sociale. Faudrait pas aller trop vite en besogne. Contre l'idée d'une bulle médiatique, on peut penser qu'au-delà de la personne de Zemmour, il y a peut-être bien un mouvement de fond. D'une part, on voit dans les enquêtes que son électorat provisoire est l'un des plus déterminés. 2/3 des personnes ayant l'intention de voter Zemmour disent être sûres de leur choix. Et son électorat a la particularité de s'intéresser beaucoup à la politique. Donc il ne choisit pas par hasard. Il y a bien un socle zémourien. C'est à droite, masculin, plus diplômé et plus aisé que l'électorat du RN. D'autre part, si on fait des comparaisons internationales, on s'aperçoit que les équivalents étrangers de Zemmour ont le vent en poupe. Dans le reste du monde et en Europe, on a vu des leaders populistes ou nationalistes bousculer la droite installée et prendre le pouvoir. C'est Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie ou encore Boris Johnson au Royaume-Uni. America first. On va regarder ça en sortant le dossier du nationalisme néolibéral, et on va voir qu'on peut y caser Zemmour. Petite chronologie. Le néolibéralisme triomphe sous la forme de la mondialisation dans les années 80-90. Le monde occidental connaît un choc identitaire en 2001. La crise de 2008 vient montrer les limites du toujours plus de néolibéralisme et de financiarisation des économies. Au lieu d'engendrer une réaction socialiste internationale, dans les années 2010, partout dans le monde, parviennent au pouvoir des leaders nationalistes qui s'appuient sur un discours de rupture avec la mondialisation libérale et ses valeurs de cosmopolitisme ou de défense des droits de l'homme. Zemmour dit beaucoup de choses fausses et il est systématiquement de mauvaise foi quand on le confronte à certains de ses propos les plus scandaleux. Mais s'il y a une chose sur laquelle il est bien clair et ne fait pas de langue de bois, c'est sa stratégie électorale. Le rassemblement des classes populaires et d'une bourgeoisie patriote, c'est la seule façon de gagner. Il s'appuie sur un double constat. La naissance d'un nouveau clivage politique mondial depuis la crise de 2008 et l'état présent du paysage politique français. Je pense que la présidentielle se joue autour d'une idée, d'une question, et qu'il faut imposer sa question et avoir la réponse. Zemmour pense que l'avenir est au clivage entre les pro-mondialisation et les nationalistes. Selon lui, en France, il y a bien le pôle de la mondialisation néolibérale, c'est Macron, mais il pense qu'en face, il manque quelque chose. Il y a bien le Rassemblement national, mais selon Zemmour, ce parti et sa candidate ne sont pas en mesure d'incarner efficacement le pôle identitaire nationaliste. Marine Le Pen a enfermé ses électeurs, qui sont pour la plupart des électeurs des classes populaires, ouvriers, chômeurs, employés, dans un ghetto politique parce qu'elle n'en sort pas. En observant le paysage politique français, il fait donc le calcul qu'il y a de la place pour sa candidature. Il pense pouvoir unifier une demande qui, sans lui, se résignerait à voter autrement. Marine Le Pen ne battra jamais Emmanuel Macron et n'attirera jamais les électeurs retraités, bourgeois, CSP+, pour toutes les raisons que j'ai dites. En revanche, LR n'attirera jamais l'électorat populaire. Donc il y a vous, c'est ça ? Voici son analyse. D'abord, il constate que Marine Le Pen est affaiblie dans son propre camp. Tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais. Le renvoi permanent à son échec dans le débat contre Macron, les faibles scores du Rassemblement national au régional, et la stratégie de dédiabolisation-normalisation qui déplaît à de nombreux cadres et sympathisants RN. Il y a donc moyen de récupérer les déçus du lepénisme. Ensuite, Zemmour pense Le Pen incapable d'incarner le pôle identitaire, car elle est ambiguë sur le libéralisme. En effet, toutes les forces nationalistes qui ont percé cette dernière décennie dans différents pays combinent un conservatisme fort avec un libéralisme économique assumé. Tandis que Marine Le Pen hésite, oscille, cache son jeu, comme je l'ai montré dans le On sort les dossiers sur le programme économique du Rassemblement national. Zemmour, lui, n'a pas peur d'afficher son libéralisme pour s'attirer les classes supérieures. Vous savez très bien que plus on augmente le SMIC, plus les charges sociales augmentent avec, puisque c'est en pourcentage, et plus les entreprises sont moins compétitives, et plus elles délocalisent ou elles ferment. Il faut réduire les charges sociales sur les entreprises,
qui sont beaucoup trop importantes. Il faut réduire les impôts, il faut réduire les impôts de production. Évidemment, Zemmour et Le Pen se rejoignent pour raboter les aides sociales, lutter contre l'assistanat, et cherchent à faire croire qu'on ne peut pas mener une politique de solidarité sans pratiquer la préférence nationale. Sans toucher au modèle social des Français. Donc moi je pense, première chose, il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. Si on en croit les sondages, Zemmour ne parvient pas à s'installer sérieusement chez les classes populaires. Par son libéralisme, il parvient à capter les franges supérieures du lepénisme pour les arrimer à la droite classique. Du coup, le RN surjoue la défense des classes populaires. Zemmour comprend qu'il peut être le point de convergence entre l'extrême droite et une droite extrémisée. Je rêve de cette alliance depuis 20 ans. Et je souffre de la division en deux de cette droite qui devrait se rassembler. C'est d'ailleurs ce qu'appellent de leur vœu des personnalités proches du RN, comme Robert Ménard ou Marion Maréchal. Ce serait une sorte d'union des droites dans un grand pôle conservateur identitaire, de la même façon que Macron avait su rassembler un bloc bourgeois en 2017. Une synthèse bien plus ancienne de tous les grands partis conservateurs qui doivent avoir une base populaire et une droite bourgeoise. C'est ce qui a permis à gagner à Boris Johnson. C'est ce qui a permis de gagner à Donald Trump. Et comme un Trump ou un Boris Johnson, Zemmour veut s'appuyer sur le réservoir électoral du parti traditionnel de droite qu'il va mettre en tension. La recette de la candidature Zemmour, c'est donc du Fillon, c'est-à-dire de l'élitisme libéral-conservateur, un peu de populisme de façade, Arrêtez d'emmerder les Français. et aussi un « la France, tu t'y assimiles ou on te réémigre ». Son but est donc de repérer et de saisir ce qui lui permettrait d'installer en France, en face du pôle macronien, un pôle nationaliste et libéral, à l'image de ce qu'on trouve chez un Trump, un Salvini ou un Bolsonaro. Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc s'ils ont voulu voir en ma personne leur opposant principal, ils ont raison. Cette opposition est décrite dans l'espace public sous plein de noms différents. Progressistes contre populistes, mondialistes contre patriotes, néolibéraux contre souverainistes, ouverture contre fermeture, cosmopolitisme contre nationalisme. Marine Le Pen avait elle-même fait ce diagnostic le soir des résultats du second tour de la présidentielle de 2017. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. Les commentateurs et analystes politiques colportent l'idée d'une opposition en tout point entre les tenants de la mondialisation néolibérale et les nouveaux populistes arrivés au pouvoir après la crise de 2008. Vous avez deux forces majeures. Vous avez une force d'une droite musclée, nostalgique, enracinée dans son territoire et dans sa civilisation, enfin dans sa culture, et vous avez en face M. Macron qui représente une espèce de mondialisation, j'allais pas dire heureuse, mais qui est quand même très ouverte, très sur l'extérieur. Et tous les autres n'existent plus. Alors je dis pas que la droite et la gauche c'est terminé, mais on est plutôt dans une opposition, si vous voulez, entre somewhere et nowhere, c'est-à-dire entre les gens de quelque part et les gens de nulle part, et les gens de nulle part. Il est courant de rappeler que ces leaders populistes se sont appuyés sur les laissés-pour-compte de la mondialisation et du néolibéralisme. C'est le fameux ouvrier blanc électeur de Trump, c'est le fameux habitant de la France périphérique, électeur du Rassemblement national. La France ne sera sauvée que par l'alliance entre les élites patriotes qui ne sont pas toutes mondialisées et qui n'ont pas toutes rompu avec le peuple, avec la France, et les classes populaires. Selon les commentateurs un peu macronistes, les forces du repli sur soi l'auraient emporté dans certains pays sur les forces de l'ouverture partisane du libre-échange. Pour des analystes plus souverainistes, au contraire, en prenant des politiques protectionnistes ou d'arrêt des flux migratoires, ces grands leaders populistes redonneraient du pouvoir à leur peuple, en particulier à ceux qui ont le plus souffert de la mondialisation. Zemmour, comme Trump mais aussi comme Marine Le Pen, leur dit « Tous vos problèmes viennent de la mondialisation. Or la mondialisation, c'est la perte de souveraineté de l'État-nation. Donc, la solution, c'est de redonner du pouvoir à l'État-nation pour qu'il sorte du néolibéralisme et de la mondialisation. » Mais alors voilà, quand on se penche sur ce que font réellement ces nouveaux régimes en termes de politique sociale ou économique, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui se passe. L'État continue à mener des politiques néolibérales. Elles ont muté, elles se sont parfois intensifiées,
et elles se sont combinées avec des politiques racistes et discriminatoires. Prenons par exemple le cas du FPE en Autriche. Au pouvoir depuis 2017 dans une coalition avec la droite, il a déjà été aux affaires au début des années 2000. Dans les deux cas, avec un programme libéral. Lorsqu'au début des années 2000, le FPE participe à la coalition, il est parfaitement eurolibéral, totalement. Les politiques qu'il mène, ce sont les politiques de l'Union européenne. Par contre, il les matine, effectivement, des questions anti-immigration, fierté nationale, etc. L'opposition n'est donc pas si tranchée que ça entre les politiques favorables à la modernisation néolibérale et à la mondialisation, et les politiques nationales populistes. Néolibéralisme et nationalisme peuvent très bien se combiner, marcher main dans la main quand il s'agit d'aider le capitalisme à écraser les travailleurs. Pour le comprendre, prenons un cas concret. Allons en Hongrie. Európa népességét oda dobja kultúránkat, életformánkat és mindazt, ami minket, európaiakat. Déjà admiré par tous les autoritaires du monde pour avoir mis en pratique la notion de démocratie illibérale, le leader hongrois Viktor Orbán va devenir la coqueluche de l'extrême droite européenne en tenant tête à l'Union européenne lors de la dite crise migratoire de 2015. Pour Viktor Orbán, c'est une invasion. Il fait construire une clôture anti-migrants malgré les protestations de Bruxelles et des manifestations dans le pays. Quand on est un ambitieux d'extrême droite, il faut donc avoir son selfie avec Orbán. Et je vous remercie de me recevoir. Et j'ai évidemment beaucoup entendu parler de vous, j'ai beaucoup parlé de vous aussi. Éric Zemmour participe au sommet démographique international, invité par le Premier ministre d'extrême droite hongrois Viktor Orbán. L'islam, l'immigration, les deux hommes sont d'accord sur de nombreux sujets. Pupitre, drapeau français et hongrois, la rencontre se donne des allures de sommet diplomatique. Marine Le Pen aux côtés de Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, à l'égard duquel elle ne tarit pas d'éloges. On ne cesse de comparer Zemmour à Trump, mais son véritable modèle politique contemporain, c'est Orbán. Je crois que je suis votre meilleur défenseur à Paris. Il voudrait faire du Orbán hard, quoi. Ce qu'il admire chez lui, c'est qu'il a réussi à ne pas sortir de l'Union européenne et en même temps à ne pas appliquer la plupart de ses règles, en tout cas certaines de ses règles. Par exemple, à retrouver une maîtrise de ses frontières. L'état de droit a reflué quand même en Hongrie, hein. C'est quand même inquiétant, mais les propositions d'Éric Zemmour vont encore plus loin. Je ne pense pas que Viktor Orbán soit un dirigeant autoritaire. Il dirige son pays et il ne se laisse pas intimider par ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudra en France, ça ne veut pas dire un gouvernement autoritaire. Alors voilà, au début des années 90, la Hongrie est passée brusquement d'un régime socialiste à un régime néolibéral, cherchant à se brancher à la mondialisation. La priorité, c'est d'attirer les multinationales et les investissements étrangers par l'ouverture économique, par la compétitivité, par la limitation des salaires. Ce qui va alors se mettre en place, c'est une polarisation entre les multinationales étrangères qui viennent s'implanter en Hongrie et la majorité des entreprises hongroises qui restent dépendantes de l'économie nationale et qui peinent à capter les flux internationaux de marchandises et de capitaux. Cette situation fait naître un conflit au sein du capitalisme hongrois. Pendant ce même temps, les travailleurs sont en train de comprendre que les résultats de la transition capitaliste et démocratique des années 90-2000 ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré, ce qui nourrit un ressentiment contre la classe politique. On a donc deux groupes sociaux pas contents, des capitalistes hongrois et des travailleurs hongrois. Des classes populaires et d'une bourgeoisie patriote. Orbán et son parti, le Fidesz, vont s'appuyer sur eux pour prendre le pouvoir, d'abord entre 1998 et 2002, puis surtout depuis 2010, date à partir de laquelle son mandat est sans cesse reconduit. Ces premières mesures laissent croire à une rupture avec la période néolibérale. Taxes exceptionnelles sur les banques, renationalisation du système de retraite, rupture avec le FMI en 2010. Mais rapidement, sa politique prend un visage néolibéral, comme une sorte de retour sur investissement pour les capitalistes qui l'ont porté au pouvoir. Ils seront les premiers servis par leurs poulains parvenus à la tête de l'État, contrats publics, réduction d'impôts, subventions, en particulier européennes. Et Orbán va aussi petit à petit installer un système clientéliste, de connivence, en distribuant aux proches du Fidesz les principaux postes à responsabilité dans l'économie, la justice, l'armée et la police. Ces taches blanches au milieu des rues sombres,
C'est le résultat du tout nouvel éclairage commandé par 34 villes, le plus souvent dirigées par le parti d'Orban, à l'entreprise de son gendre, avec 43 millions d'euros d'argent européen, aux grandes dames des habitants qui se retrouvent dans le noir. Conservateur sur la question de la famille, Orban s'est aussi arrogé le contrôle des médias publics, notamment la télévision. Surtout, il s'est taillé une loi électorale pour accroître ses chances de réélection. Un patronat qui investit dans un candidat en espérant un retour sur investissement, on le retrouve aussi en France, avec ces entrepreneurs qui soutiennent, conseillent ou financent la campagne de Zemmour. On sait déjà qu'il y a Bolloré, Vincent Bolloré, qui l'a quasiment fabriqué. Il y a aussi la famille Dassault, puisqu'il était au Figaro. Qui sont les milliardaires de Zemmour? Charles Gave, ça on connaissait, l'ancien millionnaire, le directeur financier de Safran, Bernard Delpy, Stanislas de Bensman, 343e fortune de France, Loïc Lefroc-Pige, dans ça on savait, puis on découvre Pierre Brochand, ça c'est plutôt un conseiller, pas un financier, ancien patron de la DGSE, avec qui il parle tous les jours. Donc il n'y a pas du tout d'hostilité généralisée du grand patronat à l'égard d'Éric Zemmour. Et lui d'ailleurs a construit son programme politique comme ça, parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas sans les grands patrons. Donc un programme politique libéral, il faut travailler jusqu'à 64 ans, etc. Et ça plaît beaucoup. A globalizmus erői feszegetik az ajtónkat, és azon dolgoznak, hogy magyarok helyett homo brüsszelicussá gyúrjanak bennünket. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Orban, le soi-disant anti-mondialisation, n'a pas du tout botté les fesses des multinationales étrangères. En particulier les fabricants de voitures allemands venus chercher de la main-d'œuvre bon marché. Il s'est contenté de bâtir un nouveau compromis entre elles et ses propres capitalistes hongrois, sur le dos des travailleurs hongrois. La Hongrie se voit déjà comme la Nouvelle-Irlande pour attirer les multinationales du monde entier. Avec un taux d'impôt sur les sociétés ramené à 9%, c'est désormais le plus faible de l'Europe. Une très bonne nouvelle pour cet entrepreneur belge. Il s'est installé à Budapest il y a 2 ans pour fabriquer des pièces de rechange de motos et de voitures en fibre de verre. Concrètement, la politique d'Orban, c'est un impôt sur les sociétés à 9%, un taux d'imposition sur les revenus unique, une flat tax à 15%, une TVA à 27% et une flexibilisation considérable de la relation salariale. Le gouvernement est quand même très gentil pour les entreprises, les impôts ne sont pas très hauts. Il était venu ici pour le faible coût de la main-d'œuvre. Le cadeau fiscal du gouvernement le conforte encore davantage. Ce qui est vrai pour les PME l'est encore davantage pour les grands groupes. Et ce coup de pouce fiscal devrait attirer de nouveaux investisseurs et enclencher un cercle vertueux, selon le patron des patrons hongrois. Puisque le modèle de Zemmour c'est la Hongrie, et qu'il est soutenu comme Orban par une classe de capitalistes nationaux, on peut se demander ce que donnerait l'application concrète de son slogan « bourgeoisie patriote plus classe populaire ». Parce qu'en Hongrie, voilà ce que ça a donné. C'est l'heure du premier roulement dans cette usine de pneus. Les ouvriers en tenue de travail sortent un par un. Parmi eux, Gabor Svabo, 31 ans. Moi, je travaille ici depuis 12 ans. Je gagne 800 € net par mois. On fait les 3-8, on travaille même certains week-ends. Et c'est notre vie de famille qui en pâtit. Situation qui empire d'année en année pour tous les travailleurs hongrois, selon Tamás Székely, vice-président de la Confédération des syndicats hongrois. Depuis que Viktor Orban est au pouvoir, les conditions de travail des salariés hongrois sont vraiment très difficiles. Les droits des syndicats sont réduits, le droit de grève est bafoué. La cerise sur le gâteau, c'est la loi qu'on appelle la loi esclavage. Avant, les heures supplémentaires étaient limitées à 150 heures. Maintenant, les employeurs peuvent aller jusqu'à 400 heures par an. Quelques jours après l'adoption d'une loi polémique sur le droit du travail, la colère contre le gouvernement Orban s'intensifie à Budapest. Le texte qui a mis le feu aux poudres autorise les employeurs du pays à imposer jusqu'à 400 heures supplémentaires à leurs salariés. Et attendez, ces heures supplémentaires, les entreprises peuvent les payer avec un délai de 3 ans. Et comme cette loi a été passée en janvier 2019, si on compte bien, techniquement, ils vont enfin commencer à toucher leurs heures supplémentaires. Merci Victor. Quant aux plus démunis, le régime d'Orban leur fait la guerre. Amende et peine de prison pour les sans-abri, camp de travail pour les Roms. La crise de 2008 a changé la confiance aveugle et naïve que ces pays avaient mise dans les idéologues libéraux. Cette crise financière leur a fait comprendre que l'État restait utile pour limiter la puissance des banques ou des grands groupes mondiaux.
avec des très bons résultats économiques, plus de 3% de croissance et moins de 4% de chômage en Hongrie. Ce que Zemmour ne dit pas, c'est que cette baisse du taux de chômage est notamment due aux aides européennes aux secteurs exportateurs, et aussi à une émigration massive des Hongrois en âge de travailler. Alors là, super pays, soit on te vire parce que t'es basané, soit tu pars tout seul parce que tu gagnes que dalle. En fait, Orbán a pris le contrôle de l'État pour en faire l'arbitre des processus d'accumulation du capital. Avant, les travailleurs étaient pressurés par les multinationales et la mondialisation. Désormais, alors là, tout a changé. Les travailleurs sont pressurés par les multinationales et les capitalistes nationaux soutenus par l'État. C'est ce qu'on pourrait appeler un nationalisme néolibéral, ou un national néolibéralisme. Et l'exemple hongrois montre que c'est une politique qui bénéficie surtout aux classes moyennes hautes non immigrées et aux segments les plus riches de la société. Le nationalisme d'un Orbán ou d'un Zemmour est donc non seulement détestable en soi, mais aussi parce qu'il leur permet de rediriger les frustrations engendrées par leur propre politique capitaliste vers des questions identitaires. Ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes, vous avez un projet authentiquement révolutionnaire, authentiquement destructeur et belliqueux, qui est mort aux riches. Votre méthode, elle est pourrie, parce que pour convaincre les gens de se laisser dépouiller, vous êtes en train de cibler, qui ça? Les étrangers. Voilà, c'est votre cible préférée, c'est les étrangers. Qu'il soit le Trump français ou l'Orbán français, ce qu'il est important de retenir, c'est que Zemmour pense être le mieux placé pour installer et incarner en France un pôle nationaliste et libéral. Ce pôle est censé s'opposer au pôle néolibéral d'Emmanuel Macron, qui, lui, souhaite approfondir la mondialisation. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui opposent ces deux pôles. Mais en portant un regard croisé sur l'esprit des propositions économiques de Zemmour, et les politiques menées par Viktor Orbán en Hongrie, qui est son modèle, on s'aperçoit qu'il ne cherche pas du tout à rompre avec les politiques néolibérales. Il met au contraire toute la puissance d'un État autoritaire et nationaliste au service du néolibéralisme. Zemmour ne gagnera probablement pas, mais il aura servi de brise-glace à l'extrême droite en faisant avancer la construction de ce pôle national néolibéral. L'État aide les capitalistes à s'en foutre plein les fouilles, vous continuez à trimer, mais n'oubliez pas que nous sommes la nation française. Merci d'avoir regardé ce On sort les dossiers grand format. Vous pouvez nous donner de la visibilité en partageant cette vidéo, vous pouvez contribuer au développement du média par un don, unique ou récurrent, vous pouvez aussi aller plus loin en devenant sociaux. Je vous invite à explorer les liens dans la description. Et si vous voulez plus de Stagirite, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne YouTube personnelle, Le Stagirite. Et nous, on se retrouve le mois prochain.